Toute grande histoire d'amour commence par une étincelle, quelque chose de petit mais assez puissant pour déclencher tout un voyage. Cette étincelle est plus qu'un regard échangé dans une foule ou une soudaine bouffée de désir physique. C'est la première ouverture, une porte invisible à travers laquelle deux vies commencent à se percevoir. Pour un homme, cette étincelle marque le début d'un voyage intérieur à travers les trois étapes de l'amour. L'attraction et la curiosité, la vulnérabilité émotionnelle et enfin, l'engagement et la décision. Comprendre cette première étape est essentiel, car elle n'est pas seulement un commencement, mais le socle sur lequel tout repose. Carl Jung a écrit « La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. » Cela capture parfaitement l'essence de la première étape. L'attraction n'est pas simplement un homme attiré par une femme. C'est une collision de deux énergies provoquant une réaction que ni l'un ni l'autre n'avait pleinement anticipée. Quelque chose change en lui, même subtilement. Il commence à voir le monde et lui-même à travers une lentille légèrement différente, au-delà des apparences. L'attraction est une expérience à plusieurs couches. Il est facile de la réduire à un simple attrait physique, mais pour les hommes, elle est bien plus nuancée. Oui, les hommes sont souvent sensibles au visuel. La manière dont une femme se tient, ses expressions, son style, son énergie, tout cela s'imprime presque instantanément. Mais au-delà de ce premier signal visuel, il y a une réaction plus riche et complexe. Les hommes sont souvent attirés par une énergie qu'ils ne peuvent définir. Cela peut être la façon dont elle rit à l'improviste, la sérénité tranquille dans ses yeux ou l'audace de ses opinions. C'est une impression, un sentiment, une intuition, quelque chose qui suggère une profondeur et une singularité. Cela explique pourquoi un homme, entouré de personnes séduisantes, peut se sentir captivé par une femme en particulier. Il peut même être incapable d'expliquer pourquoi. Car l'attraction, à son niveau le plus profond, est moins une question d'apparence qu'une question de résonance. Quelque chose en elle entre en résonance avec une part inexprimée de lui. Et cette résonance déclenche la curiosité. La curiosité, moteur discret du désir, est ce qui fait passer l'attraction au-delà d'une étincelle fugace. C'est une force invisible qui le pousse à se rapprocher, à prêter attention, à vouloir en savoir plus. Lorsqu'un homme ressent de la curiosité, son comportement change subtilement. Il retient des détails insignifiants, fait de la place dans sa vie pour croiser son chemin, et commence à manifester de petites attentions qu'il ne remarque peut-être même pas lui-même. Carl Jung a observé « Votre vision ne deviendra claire que lorsque vous regarderez dans votre propre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Cela s'applique à la curiosité dans l'amour. À mesure que son intérêt grandit, un homme commence à réfléchir non seulement à qui elle est, mais aussi à qui il devient en sa présence. Se sent-il plus vivant, plus inspiré, plus audacieux? Sa présence le pousse vers une conscience de soi plus profonde. Cette conscience alimente davantage sa curiosité. Le conflit intérieur, désir contre vulnérabilité. L'attraction rend un homme audacieux, mais elle le rend aussi vulnérable. Sous les plaisanteries, les gestes confiants ou même une façade distante, il y a un homme qui évalue les risques. Il se demande « Combien dois-je révéler? À quelle vitesse dois-je avancer? Dois-je risquer un rejet ?» Cette tension est souvent mal interprétée comme un jeu. Mais le plus souvent, il s'agit d'un véritable conflit intérieur entre désir et autoprotection. C'est là que naissent certains de ces comportements. Des messages inconstants, une apparente ardeur un instant et une distance le suivant. Ce ne sont pas des manipulations délibérées, mais des signes de vulnérabilité. Il ressent quelque chose qu'il ne comprend pas encore pleinement. Tout en étant attiré par elle, il calibre ce qu'il peut montrer de lui-même. Les tests subtils de la première étape. Même à ce stade initial, un homme commence à collecter des informations. Bien que ce ne soit pas toujours conscient, il remarque comment elle traite les autres, comment elle gère le stress, comment elle réagit face à un défi. Ces observations ne sont pas des jugements, mais des signaux. Elles lui indiquent si son impression initiale d'elle est juste, si l'étincelle de l'attraction pourrait mener à quelque chose de plus profond. Fait intéressant, c'est aussi à ce stade que les hommes amplifient souvent leur propre présentation. Ils s'habillent mieux, soignent davantage son apparence, ou se placent dans des situations où elle pourrait le remarquer. Il peut prendre des risques pour la faire rire, ou offrir des gestes attentionnés
pour montrer son intérêt. Ces comportements ne visent pas seulement à l'impressionner, mais à tester qui il pourrait être avec elle, comment elle pourrait façonner son propre sentiment d'identité. Imagination et projection, la fantaisie précoce. Dans les espaces tranquilles de son esprit, un homme commence à imaginer des possibilités. Comment serait-ce de partager une conversation, une promenade, un moment futur? Ces images ne sont pas des engagements, mais des esquisses de potentiel. Elles donnent une forme émotionnelle à son attraction, la rendant plus réelle, plus séduisante. Carl Jung a noté « Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. » Dans la première étape, les projections inconscientes d'un homme sont puissantes. Il commence à imaginer en elle des qualités qui peuvent ou non être présentes, projetant ses espoirs, ses idéaux ou ses besoins non satisfaits sur elle. Ce n'est pas de la manipulation, mais un processus psychologique naturel. À mesure qu'il la connaît mieux, ses projections sont confrontées à la réalité, menant soit à une désillusion, soit à une appréciation plus profonde. Pourquoi cette étape est fragile? La première étape est excitante, car elle est nouvelle et vibrante, mais elle est aussi fragile. Si la connexion semble à sens unique, précipitée ou mal comprise, l'étincelle peut s'éteindre avant de prendre racine. Un simple moment de rejet ou un malentendu à ce stade précoce peut ralentir, voire arrêter l'élan. Car à ce stade, son investissement émotionnel est élevé, mais son sentiment de sécurité reste faible. Il est attiré, curieux et plein d'espoir, mais aussi vigilant. C'est pourquoi les gestes subtils comptent tant au début. Un sourire, une petite marque d'intérêt ou un geste de chaleur peuvent approfondir sa curiosité. À l'inverse, une parole dure, un signe d'indifférence ou un ton dédaigneux peuvent le pousser à se retirer. Les hommes se souviennent souvent de ces signaux précoces bien après que le moment est passé, car ils servent d'encre à leurs sentiments naissants. Les hommes trouvent souvent plus de sens dans ce qu'ils doivent conquérir par l'effort. Il ne s'agit pas de jouer à être inaccessible, mais de psychologie humaine. L'effort crée de la valeur. Si un homme sent qu'il doit gagner la confiance d'une femme, découvrir son univers et se montrer régulièrement, il valorise souvent la connexion plus profondément. Lorsque tout est donné immédiatement, sans laisser le temps de construire, cela peut court-circuiter la curiosité. Une légère part de mystère permet à l'attraction de s'étirer, de s'approfondir et de se stabiliser. Carl Jung a dit un jour « Il n'y a pas d'accès à la conscience sans douleur ». Cette vérité s'applique pleinement ici. La tension, les petits combats et l'anticipation de la première étape ne sont pas des obstacles, mais les éléments mêmes qui éveillent des sentiments plus profonds. Sans eux, la connexion risque de rester superficielle ou transactionnelle. Le pouvoir discret de l'énergie et de la présence. Il ne s'agit pas seulement de mots ou de gestes. C'est l'énergie entre deux personnes qui façonne cette étape. La confiance, la bienveillance ou l'authenticité d'une femme peuvent amplifier la curiosité d'un homme bien plus que n'importe quelle stratégie ou discours préparé. Les hommes perçoivent la sincérité avant même de pouvoir la formuler. Lorsqu'ils ressentent une chaleur véritable et une assurance naturelle, cela les encourage à se rapprocher. Lorsqu'ils détectent une dissonance ou des intentions cachées, ils se replient instinctivement. C'est là que deux mondes intérieurs commencent à se croiser. Chaque interaction, même minime, laisse une empreinte. Chaque regard, chaque intonation, chaque marque d'attention crée soit une expansion, soit une contraction dans la connexion naissante. Ainsi, la première étape est comme une danse, à la fois ludique et profonde, instinctive et profondément psychologique. Un miroir de soi. L'aspect le plus sous-estimé de la première étape est qu'elle ne révèle pas seulement qui elle est pour lui, mais aussi qui il est pour lui-même. Les personnes qui nous captivent reflètent souvent quelque chose que nous aspirons à intégrer ou à explorer. Un homme peut être attiré par des qualités qu'il admire ou qu'il manque. Courage, tendresse, mystère ou liberté. En la cherchant, il cherche aussi ses qualités en lui-même. C'est pourquoi la première étape n'est pas anodine. C'est un miroir. C'est une invitation à grandir. Carl Jung l'a parfaitement exprimé. Le privilège d'une vie est de devenir ce que l'on est vraiment. Dans la danse de l'attraction et de la curiosité, un homme entame ce processus, sentant qu'en la connaissant, il pourrait aussi se connaître plus pleinement. Vu sous cet angle, l'attraction et la curiosité ne sont pas des débuts superficiels, mais des graines de transformation.
Elle marque le point où deux vies commencent à s'influencer, même subtilement, portant en elle le potentiel d'une histoire que ni l'un ni l'autre ne peut encore imaginer. Mais comme toute graine, elle nécessite un soin attentif. Sans attention, patience et authenticité, elle pourrait ne jamais dépasser un moment éphémère. Ainsi, la première étape de l'amour ne consiste pas seulement à remarquer quelqu'un. C'est ouvrir une porte vers des possibilités, avancer vers un avenir inconnu avec autant d'excitation que d'hésitation. C'est avoir le courage de laisser la curiosité guider l'action et la patience de laisser l'action révéler la vérité. Surtout, c'est reconnaître que ce qui semble être une simple attraction peut en réalité être le premier frémissement de quelque chose de profond. À mesure que l'excitation de l'attraction et de la curiosité s'installe dans un rythme plus stable, quelque chose de subtil commence à s'éveiller en lui. Ce n'est pas aussi visible que la première étincelle, ni aussi décisif que le moment de l'engagement à venir. C'est l'étape de la vulnérabilité émotionnelle, le pont caché entre le désir et la dévotion. C'est ici, dans cet entre-deux discret, que le cours de l'amour se décide souvent. La vulnérabilité, un défi silencieux. Carl Jung a écrit « La chose la plus terrifiante est de s'accepter soi-même complètement. » Pour un homme entrant dans la vulnérabilité, cette idée n'est pas une abstraction. C'est une lutte silencieuse et quotidienne. Il ne se demande pas seulement « Est-ce que je l'aime ?» mais aussi « M'aimera-t-elle encore si elle voit qui je suis vraiment ?» Cette étape, rarement évoquée, est pourtant la plus transformative. Pourquoi cette étape est invisible? Contrairement à l'attraction, qui éclate avec des signes visibles, la vulnérabilité est presque invisible. Elle ne s'annonce pas par des gestes spectaculaires. Elle se manifeste dans de petites hésitations, des changements de ton ou des moments de retrait. Il peut continuer à tendre la main, mais plus timidement. Il peut sembler confiant, mais ses questions deviennent plus douces, son humour un peu plus incisif, ses silences un peu plus longs. Pour un observateur extérieur, ou même pour elle, cela peut sembler un désintérêt. En réalité, c'est souvent l'inverse. Il est assez intéressé pour risquer d'être vu, mais assez effrayé pour douter de chaque pas. Un conditionnement à déconstruire. Pour beaucoup d'hommes, la vulnérabilité est une compétence qu'on ne leur a jamais enseignée. Dès l'enfance, la société valorise la force, l'autonomie et le contrôle émotionnel. La faiblesse est souvent moquée, la douceur remise en question. À l'âge adulte, ces leçons se sont solidifiées en une armure intérieure. Derrière elles se cache un monde émotionnel riche, fait de peur, d'espoir et d'insécurité. Mais ce monde est rarement dévoilé. Quand il commence à ressentir quelque chose de réel pour quelqu'un, l'armure ne disparaît pas du jour au lendemain. Elle se fissure par endroits. Il peut raconter une histoire d'enfance teintée de douleur, révéler une erreur qui l'embarrasse encore, ou se taire sous le stress plutôt que de feindre une force qu'il ne ressent pas. Chacun de ces actes est une expérience timide. Me rencontrera-t-elle ici? Acceptera-t-elle cela? Les micro-tests de sécurité. Cette étape est remplie de micro-tests, mais pas de ceux qui manipulent. Ce sont plutôt des vérifications subtiles de la réalité. Il partage un petit morceau de lui-même et attend sa réponse. Si elle y répond avec empathie, patience ou simple présence, une nouvelle porte s'ouvre. Si elle y répond par un jugement ou un rejet, la porte se referme. Il peut admettre une peur concernant l'avenir, mentionner un moment où il a eu honte, devenir inhabituellement silencieux ou réagir plus sensiblement à une critique. Chacun de ces gestes est une demande discrète de réassurance. C'est sa manière de dire, sans mots. Je baisse le pont-levis. Es-tu un refuge sûr? Pourquoi le silence est souvent une vulnérabilité? Beaucoup de femmes s'attendent à ce que la vulnérabilité s'exprime par des mots. Mais pour les hommes, le silence est souvent le premier langage de la vulnérabilité. Lorsqu'il se retire, cela ne signifie pas qu'il se désintéresse. Cela peut signifier qu'il est submergé par le risque de s'exposer. Son « ça va » peut en réalité vouloir dire « j'ai peur que tu n'aimes pas le vrai moi ». Carl Jung a observé « votre vision ne deviendra claire que lorsque vous regarderez dans votre propre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » À cette étape, un homme commence à regarder en lui. Son silence n'est pas un vide, mais le son d'un éveil. Il s'écoute, lutte avec ses peurs et décide combien de son monde intérieur partager. Le tiraillement entre peur et espoir. La deuxième étape est un tiraillement émotionnel. D'un côté, il y a la peur, des souvenirs de rejet, de critiques ou de moqueries dans des moments d'ouverture.
De l'autre, l'espoir, le sentiment croissant qu'elle pourrait être différente, qu'on pourrait lui faire confiance. Il oscille entre s'avancer et se replier. Cette inconstance peut dérouter beaucoup de femmes. Mais pour lui, c'est une collecte de preuves, un test du pont avant de le traverser pleinement. C'est aussi l'étape où les hommes ressentent le plus de conflits autour du contrôle. Ils sont habitués à diriger leurs émotions, à garder leur sang-froid, mais la vulnérabilité exige un abandon, et cet abandon semble dangereux. La véritable question qu'il pose, sous tous ses comportements, est simple. Puis-je lui faire confiance avec mon vrai moi? Puis-je être moi-même ici? Pas la version qu'il montre à ses collègues, à ses amis ou même à sa famille, mais le vrai moi, avec ses insécurités, ses échecs et ses rêves qu'il n'a jamais osé exprimer à voix haute. Si la réponse semble être oui, quelque chose de monumental se produit. Si elle semble être non, il se replie, parfois de manière définitive. Pourquoi cette étape crée tant de confusion? Parce que les hommes verbalisent rarement leurs besoins à l'étape 2, les femmes interprètent souvent mal ce qui se passe. Elles peuvent penser qu'il perd de l'intérêt, qu'il joue à des jeux, qu'il est immature ou qu'il craint l'engagement. En réalité, il peut être plus intéressé que jamais à ce stade. Il a simplement plus peur que jamais. Le paradoxe de la vulnérabilité est que plus il se sent proche, plus il devient effrayant de se montrer tel qu'il est. C'est pourquoi tant de connexions prometteuses s'arrêtent net ici. Non pas parce que l'attraction s'est estompée, mais parce que la sécurité n'a jamais été solidifiée. Comment elle peut cultiver la sécurité sans se perdre elle-même? Il est important de noter que cultiver la sécurité ne signifie pas jouer le rôle de mère, réparer ou sacrifier ses propres limites. Cela signifie simplement répondre avec stabilité et empathie à ses petites demandes de confiance. Quelques exemples. S'il avoue un échec, ne le minimisez pas, mais reconnaissez-le comme humain. S'il se retire brièvement, offrez votre présence sans pression. S'il partage un rêve ou une peur, traitez-le avec respect, sans moquerie. Cela ne nécessite pas de trop donner ou d'abandonner son propre respect de soi. En fait, l'authenticité et des limites claires augmentent dans sa confiance. Ce qui compte, c'est le ton. Non jugeant, patient et véritablement intéressé, plutôt qu'interrogateur ou dédaigneux. Pourquoi l'empathie compte plus que les réponses? Quand il révèle quelque chose de vulnérable, il ne demande généralement pas une solution. Il demande un témoin. Il veut savoir que son monde intérieur compte, que quelqu'un peut s'y attarder sans se précipiter pour le réparer. Cela reflète l'intuition de Jung. Connaître sa propre obscurité est la meilleure méthode pour affronter les obscurités des autres. Pour bien accueillir sa vulnérabilité, elle doit elle-même être à l'aise avec ses propres imperfections. L'ouverture lente du cœur. Si la sécurité se développe, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ses mots deviennent plus libres. Son corps se détend en sa présence. Il commence à partager sans être sollicité, à faire suffisamment confiance à ses sentiments pour les exprimer. Les petits signes de soin, le contact visuel, les taquineries douces, les élans d'affection spontanés deviennent plus authentiques. Ce ne sont plus des performances. Ce sont des expressions d'un lien réel qui se forme. C'est au cours de cette étape qu'un homme commence à voir une femme non seulement comme quelqu'un qu'il désire, mais comme quelqu'un sur qui il peut compter émotionnellement. Cette réalisation marque le début d'une intimité véritable. L'attraction l'a rapproché, la vulnérabilité l'a fait entrer. Pourquoi cette étape est si transformative pour lui? L'étape 2 ne consiste pas seulement à la tester, elle le transforme. Pour la première fois peut-être, il affronte les murs qu'il a construits il y a longtemps. Si elle répond avec stabilité, il apprend que l'intimité n'équivaut pas au danger, que la douceur peut coexister avec la force. Cela reconfigure non seulement la façon dont il l'aime, mais aussi la façon dont il s'aime lui-même. Et parce que cette transformation est intérieure, elle change la manière dont il se présente dans tous les aspects de sa vie. Un homme qui se sent en sécurité dans la vulnérabilité devient plus créatif, plus empathique et plus ancré. Il commence à habiter pleinement son être. Le coup de rater cette étape. Quand l'étape 2 est mal gérée ou ignorée, l'impact peut être durable. Un homme qui se sent émotionnellement en insécurité peut rester dans la relation mais garder son cœur verrouillé. Il peut sembler présent mais rester sur la défensive, offrir de l'affection sans jamais une dévotion totale. Avec le temps, cela laisse les deux partenaires frustrés. Elle perçoit sa distance. Il ressent du ressentiment envers son propre incapacité à s'ouvrir.
C'est pourquoi tant de relations qui commencent avec une forte attraction s'estompent en une companionship tiède. Elles n'ont jamais construit le pont. Elles n'ont jamais franchi le seuil de la vulnérabilité. Un point de bascule quand il se sent enfin en sécurité. Il y a un moment, parfois imperceptible, où sa posture intérieure change. Ses épaules se relâchent. Son regard s'adoucit. Ses mots gagnent en profondeur. Il commence à parler de « nous » au lieu de « je ». Il cesse de jauger s'il doit s'ouvrir et commence à se demander comment ils peuvent grandir ensemble. Ce point de bascule mène directement à l'étape suivante, l'engagement et la décision. Mais il ne peut pas sauter la vulnérabilité pour y arriver. L'attraction sans vulnérabilité est une aventure passagère. La vulnérabilité sans engagement est un limbo. Seul en traversant ce pont caché peut-il atteindre la clarté nécessaire pour choisir vraiment. Devenir l'espace où l'amour peut atterrir. En fin de compte, l'étape 2 demande aux deux partenaires de grandir. Ce n'est pas seulement pour qu'ils se sentent en sécurité, c'est aussi pour qu'elles pratiquent l'empathie, la patience et le discernement. Ensemble, ils créent un climat où l'amour peut s'approfondir au-delà de l'infatuation. Carl Jung l'a résumé d'une autre manière. La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. Dans la vulnérabilité, les deux partenaires sont transformés, non seulement dans la façon dont ils se voient l'un l'autre, mais dans la façon dont ils se voient eux-mêmes. Après l'étincelle de l'attraction et le pont caché de la vulnérabilité, une clarté tranquille commence à émerger. Quelque chose a bougé en lui. Il est passé de la curiosité à la proximité, du risque à la confiance. Maintenant, il se tient au seuil du choix, l'étape de l'engagement et de la décision. Cette étape ne consiste pas seulement à dire oui à quelqu'un d'autre, c'est aussi dire oui à une version de lui-même qui n'existe qu'au sein du partenariat. Carl Jung a écrit un jour « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ». Cette affirmation capture l'essence de la troisième étape. Ayant traversé l'attraction et la vulnérabilité, un homme doit maintenant prendre une décision consciente sur la personne qu'il veut être dans cette relation et dans sa vie. Les jours de dérive instinctive sont terminés. L'engagement est un choix, pas une réaction. Pourquoi cette étape semble différente? L'engagement ne ressemble pas au premier rush d'infatuation, ni au tremblement doux de la vulnérabilité. Il semble plus stable, plus lourd, plus délibéré. Un homme à ce stade commence à peser sa vie dans un cadre plus large. Il se demande « Nos valeurs sont-elles alignées? Puis-je envisager un avenir avec elles? Suis-je prêt à construire plutôt qu'à simplement expérimenter? Qui suis-je prêt à devenir dans ce partenariat ?» Ces questions n'apparaissent pas toujours sous forme de mots. Elles peuvent se manifester par un besoin de ralentir, de parler de l'avenir, de réévaluer les priorités ou même de se retirer brièvement pour réfléchir. Ce n'est pas nécessairement de l'ambivalence. C'est un homme passant du ressenti à la décision, le subtil glissement du « je » au « nous ». À mesure que l'engagement approche, son langage intérieur change. Il n'imagine plus des week-ends seulement pour lui, mais commence à l'inclure automatiquement. Il peut la présenter à ses amis les plus proches ou à sa famille. Il peut commencer à faire des plans des mois à l'avance. Ce ne sont pas des actes aléatoires. Ce sont des expressions d'une identité qui s'approfondit. Il n'est plus seulement un homme qui sort avec quelqu'un. Il est un homme qui construit. Ce glissement du « je » au « nous » se manifeste aussi dans des choix minuscules. La consulter pour des décisions, prendre en compte ses sentiments avant de faire des plans, ou se soucier de la façon dont ses choix de vie l'affectent. Chaque petit choix est un vote pour la relation en tant qu'entité partagée, pas seulement une expérience personnelle. Le poids de la responsabilité. La troisième étape apporte une nouvelle conscience de la responsabilité. Jusqu'à présent, l'attirance et la vulnérabilité étaient principalement liées à l'expérience personnelle, à l'émotion qu'elle lui procurait, au sentiment de sécurité qu'il ressentait avec elle. L'engagement déplace l'attention vers l'extérieur. Quel impact ces choix auront-ils sur elle? Quel genre de partenaire souhaite-t-il être? Pour beaucoup d'hommes, c'est à la fois exaltant et intimidant. Il ne suffit plus de l'apprécier ou de se sentir proche d'elle. Il réfléchit désormais aux promesses, à la fiabilité et à un avenir commun. Cette étape active un sens plus profond de l'intégrité. Il commence à se tester. Suis-je prêt à être présent avec constance? Suis-je prêt à continuer à être présent même dans les moments difficiles? Pourquoi l'engagement exige-t-il de la clarté?
Un homme ne peut s'engager pleinement s'il est encore confus quant à sa personnalité ou à ses désirs. C'est pourquoi les premières étapes sont si importantes. L'attirance lui ouvre des possibilités. La vulnérabilité lui apporte la sécurité. Ce n'est que lorsque les deux sont présents qu'il peut clarifier sa décision. Cette clarté est rarement soudaine. Elle arrive souvent lentement, comme l'aube qui se lève à l'horizon. Un jour, il réalise qu'il n'a pas consulté d'application de rencontre depuis des semaines. Un autre jour, il réalise qu'il l'imaginait dans ses projets d'avenir sans effort. Ces prises de conscience s'accumulent jusqu'à ce qu'il se sente suffisamment sûr de lui pour prendre une décision. Prendre une décision est un acte de courage. On décrit souvent l'engagement comme une question de stabilité, mais en réalité, c'est un acte de courage. C'est dire « Je suis prêt à lier ma vie à la tienne. Je suis prêt à risquer la perte, la déception et le changement, car je crois en ce que nous pouvons construire. » Ce n'est pas une mince affaire. Cela exige de se libérer de vieilles habitudes, de vieilles défenses et parfois d'anciennes libertés. Carl Jung a observé un jour « Tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. » Au stade 3, un homme a affronté suffisamment de ses peurs inconscientes pour choisir consciemment. C'est pourquoi l'engagement authentique est différent de l'engouement. Il n'est pas seulement émotionnel, il est volontaire. Les signes qui indiquent qu'il entre dans la troisième phase incluent l'orientation future, les discussions sur l'année à venir, les projets à long terme ou les objectifs communs, l'intégration, la présentation à son cercle intime, la fusion des groupes sociaux, la stabilité, une communication et un comportement plus cohérent, l'investissement, la volonté de discuter des finances, des conditions de vie ou du partage des responsabilités, et la transparence, l'ouverture d'esprit face à ses peurs, ses rêves et ses projets sans y être invité. Ces comportements reflètent un tournant psychologique. Il ne se contente plus de chercher. Il accroît le risque de régression. La troisième phase n'est pas garantie. Si la confiance est ébranlée ou si des incompatibilités fondamentales font surface, il peut régresser à des stades antérieurs. Il peut se replier sur lui-même pour réévaluer, voire mettre fin à la relation. Ce n'est pas nécessairement un échec, c'est une autocorrection naturelle. Un engagement sans compatibilité mène au ressentiment. Une décision sans clarté mène à l'instabilité. Comment il vit l'amour maintenant? L'attirance était électrique, la vulnérabilité était tendre, l'engagement semble ancré. À ce stade, l'amour passe du sentiment à la pratique. Il devient l'acte quotidien de se montrer présent, de tisser deux vies ensemble. Il ne mesure plus l'amour uniquement à l'intensité, mais aussi à la fiabilité, au respect et à l'épanouissement partagé. C'est là que l'intimité se transforme en interdépendance. Il commence à éprouver la joie tranquille du partenariat, la stabilité de savoir que quelqu'un est là, la confiance des projets partagés, le réconfort de la compréhension mutuelle. C'est moins cinématographique, mais plus réel. Le défi de la liberté, l'un des aspects les plus difficiles de la troisième étape pour les hommes, consiste à trouver l'équilibre entre liberté et partenariat. Il veut s'engager sans se sentir prisonnier. Il souhaite partager une vie sans se perdre. Cette tension est saine. En effet, les couples qui s'épanouissent à ce stade respectent l'individualité autant que l'unité. Ils comprennent que l'amour n'est pas une question de propriété, mais de partenariat. Carl Jung a écrit « Le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est vraiment ». Dans le contexte de l'engagement, cela signifie que les meilleures relations ne sont pas celles qui valorisent l'individualité, mais celles qui la soutiennent. Un homme qui sent qu'il peut encore grandir, explorer et s'exprimer au sein de la relation est beaucoup plus susceptible de s'engager profondément et de rester dévoué. Une vision commune et une co-création. À ce stade, il ne se contente plus de la choisir, il choisit une vie partagée. Cela exige conversation, négociation et imagination. Ensemble, ils commencent à construire une vision. Où vivons-nous? Comment gérons-nous l'argent? Que voulons-nous dans 5 ans? Comment soutenons-nous nos objectifs respectifs? Ces conversations peuvent paraître banales comparées à la passion de la première étape ou à l'intimité de la deuxième, mais elles constituent l'architecture d'un véritable partenariat. Sans elles, l'engagement reste symbolique. Avec eux, cela devient une réalité vécue. Pourquoi cette étape est-elle sacrée? La troisième étape est sacrée car elle transforme deux vies en quelque chose de plus grand que l'un ou l'autre. Ce n'est pas la fin de l'amour,
mais son approfondissement. L'attirance et la vulnérabilité créent un lien. L'engagement crée un foyer émotionnel, parfois même littéral, où chacun peut s'épanouir. C'est aussi à cette étape que l'amour devient résilient. Les couples qui ont instauré la confiance et pratiqué la vulnérabilité peuvent surmonter les conflits, les déceptions et les changements bien mieux que ceux qui sautent ces étapes. L'engagement n'élimine pas les difficultés, mais il donne aux deux partenaires les outils pour les relever ensemble. Lorsqu'un homme s'engage, il ne dit pas seulement oui à sa femme. Il dit oui à un avenir qu'ils co-créeront. C'est pourquoi l'engagement est si important pour lui. Ce n'est pas seulement un changement de statut, c'est un changement existentiel. Il choisit une nouvelle identité, un nouveau partenaire, un nouveau bâtisseur, un nouveau co-créateur. Et en choisissant, il devient plus libre. Car une décision consciente n'est pas une cage, c'est un fondement. Il libère l'énergie autrefois gaspillée dans le doute et la dispersion et la canalise vers la croissance, la stabilité et des rêves partagés. L'amour est une pratique continue. Même à la troisième étape, le voyage ne s'arrête pas. L'attirance a encore besoin d'être entretenue. La vulnérabilité a encore besoin d'être nourrie. L'engagement n'est pas un choix ponctuel, mais un renouvellement quotidien. Chaque jour, par de petits gestes, il choisit de se montrer. Il choisit l'honnêteté plutôt que la dissimulation, l'attention plutôt que l'indifférence, la croissance plutôt que la stagnation. La vision de Carl Jung sur l'individuation, le processus de devenir entier, s'applique ici. Un partenariat sain n'est pas deux moitiés qui se complètent, mais deux ensembles qui cheminent ensemble. L'engagement à son meilleur n'est pas la dépendance, mais une évolution mutuelle. La transformation à travers les trois étapes. Rétrospectivement, ces trois étapes forment un arc cohérent. 1. L'attirance et la curiosité. L'étincelle, la première porte, l'attraction énergétique. 2. La vulnérabilité émotionnelle, le pont caché, le terrain d'essai de la confiance. 3. L'engagement et la décision, le seuil du choix, l'acte conscient de construire une vie. Chaque étape comporte ses propres risques et avantages. Chacune prépare le terrain pour la suivante. En sauter une fragilise toute la structure. Honorer chacune d'elles crée un amour durable. Le voyage continue. En atteignant la troisième étape, un homme ne devient ni parfait ni achevé. Au contraire, il devient prêt. Prêt à pratiquer l'amour comme un verbe. Prêt à laisser de la place à une autre personne. Prêt à se laisser façonner et remodeler par l'intimité. Ainsi, les trois étapes ne sont pas seulement une feuille de route vers l'amour, mais une feuille de route vers la maturité. Les mots de Carl Jung résonnent tout au long du voyage. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. Par l'attirance, la vulnérabilité et l'engagement. Un homme choisit encore et encore qui il deviendra amoureux. Et dans ce choix, il découvre que l'amour ne se résume pas à trouver l'autre. C'est aussi se trouver soi-même. Lorsqu'un homme franchit le seuil invisible de l'hésitation à l'engagement, le paysage émotionnel change à nouveau. L'attirance a éveillé son intérêt. La vulnérabilité a mis son courage à l'épreuve. L'engagement a ancré son choix. Mais la suite ne se résume pas à une simple certitude. C'est l'étape où l'amour mûrit, passant d'une étincelle à une flamme stable, où le partenariat commence à façonner ce que chacun devient. Carl Jung a un jour observé: la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. Si une réaction survient, les deux sont transformés. C'est exactement ce qui se produit lorsqu'un homme choisit de rester. La relation cesse d'être une simple interaction entre deux individus distincts. Elle devient un système vivant, une identité partagée qui transforme subtilement le monde intérieur de chaque partenaire. Pour les hommes en particulier, cette transformation peut être profonde, car elle révèle des aspects d'eux-mêmes longtemps cachés. Leurs instincts plus doux, leur amour pour l'autre, leur désir de connexion naissent sans crainte, du choix à la pratique quotidienne. L'attirance et la vulnérabilité sont des expériences. L'engagement est une décision, mais la phase qui suit est une question de pratique. Les petits gestes quotidiens qui entretiennent et approfondissent l'intimité. À ce stade, un homme passe de la nécessité de se prouver à l'être. La pression d'impressionner s'estompe, remplacée par le désir de construire. Il commence à révéler ses habitudes, ses bizarreries, son côté moins soigné. Il n'agit plus principalement pour gagner son affection, mais pour faire grandir leur vie commune.
Cette étape est parfois prise pour de la routine. Pourtant, c'est en réalité le terreau où des racines profondes s'enracinent. C'est aussi là que s'épanouit une véritable réciprocité émotionnelle. Au début, une grande partie de l'énergie émotionnelle se dirige vers elle. Entre quête, mise à l'épreuve, révélation, il commence à percevoir plus vivement ses vulnérabilités et se sent responsable d'y faire face avec la même constance qu'il espérait autrefois. Le jeu du donnant-donnant devient plus symétrique. La confiance s'approfondit non pas par de grands gestes, mais par une présence constante. L'intimité au-delà du romantisme. Pour beaucoup d'hommes, c'est la première fois qu'ils vivent l'intimité au-delà de la passion. L'attirance sexuelle reste importante, mais elle se tisse au sein d'une mosaïque d'expériences partagées, de matinées tranquilles, de courses banales, de longues conversations nocturnes. Le lien passe de l'excitation à la signification. Il commence à la considérer non seulement comme une partenaire, mais aussi comme un miroir, une caisse de résonance, une co-créatrice de sens dans sa vie. La vision de Jung résonne à nouveau ici. Le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est vraiment. Dans une relation saine, un homme se sent plus libre d'explorer et d'exprimer sa véritable personnalité. Sa présence ne le contraint pas, elle le soutient. Il peut se découvrir de nouveaux centres d'intérêt, raviver des passions oubliées ou devenir plus patient, empathique ou ambitieux qu'auparavant. La relation devient un espace de développement personnel et non une cage. Négocier son identité et son unité. Pourtant, cette étape comporte aussi des défis. Après l'excitation de l'engagement, les deux partenaires affrontent les aspects pratiques de la cohabitation. Les différences de style de vie, de valeurs et de communication deviennent plus apparentes. Le fantasme d'une harmonie naturelle rencontre la réalité des compromis quotidiens. Un homme qui a choisi l'engagement doit maintenant apprendre à concilier individualité et unité. Comment rester lui-même tout en devenant un « nous ». Ici, la patience et la conscience de soi sont essentielles. Sans elles, les couples risquent de sombrer dans des luttes de pouvoir ou des ressentiments muets. Avec elles, les différences deviennent des opportunités de croissance. Il apprend à exprimer ses besoins sans se défendre, à écouter sans juger et à négocier les limites avec respect. Elle apprend la même chose. Ce développement mutuel des compétences transforme les conflits potentiels en ponts plutôt qu'en murs. L'expansion de l'attention. Au stade précédent, l'amour était principalement une affaire de dyade, juste lui et elle. Mais à mesure que l'engagement se consolide, un homme commence souvent à élargir son cercle de soutien. Il la présente à sa famille et à ses amis, non seulement par fierté, mais aussi pour lui montrer qu'elle fait désormais partie de son écosystème social et affectif. Il commence également à planifier des objectifs à plus long terme, incluant elle, un logement, des voyages, des décisions financières ou des projets créatifs. Cet élargissement est non seulement logistique, mais aussi psychologique. Lorsqu'il imagine son avenir, elle est présente. Lorsqu'il prend des décisions, il tient compte de ses rêves et des siens. Le sentiment de partenariat s'étend au-delà du couple et s'étend à la manière dont ils se présentent au monde, soutenant mutuellement leur carrière, leurs passions et leurs projets personnels. L'amour comme un objectif commun. L'une des phrases les plus marquantes de Jung était « Tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. » À ce stade, les partenaires commencent à découvrir les schémas inconscients qui animent leur amour. Ils reconnaissent comment les blessures passées façonnent les comportements actuels, comment les histoires familiales influencent les attentes et comment les peurs inexprimées peuvent éroder l'intimité. En mettant ces schémas en lumière ensemble, ils passent du statut de passager passif du destin à celui de co-auteur de l'avenir de leur relation. Ce travail peut être inconfortable. Il implique d'admettre ses vulnérabilités, de s'excuser pour ses erreurs et de pardonner ses imperfections. Non pas une fois, mais à plusieurs reprises. Mais il forge aussi la résilience. Les couples qui apprennent à faire cela créent un sentiment de sécurité plus profond que n'importe quelle attirance initiale. L'émergence d'une véritable amitié. À mesure que la passion se stabilise, l'amitié devient plus visible. Cela ne diminue pas l'amour romantique. Au contraire, il l'enrichit. La véritable amitié, c'est profiter de la compagnie de l'autre sans stimulation constante. Pouvoir s'asseoir en silence ou se soutenir mutuellement dans les moments ennuyeux ou difficiles. Pour beaucoup d'hommes, réaliser que leur partenaire est aussi leur ami est une révélation.
Cela déconstruit les stéréotypes selon lesquels l'intimité doit toujours être dramatique ou sexuelle. Au contraire, elle affirme que la compagnie discrète du quotidien est une forme d'intimité à part entière. Le rôle de l'ombre et de la croissance. Jung parlait souvent de l'ombre, de ces parts de nous-mêmes que nous cachons ou nions. Dans les relations, les ombres font inévitablement surface. Dans cette phase post-engagement, un homme peut rencontrer des aspects de lui-même qu'il n'apprécie pas. Jalousie, insécurité, impatience suscitée par la proximité. Plutôt que de signaler un échec, c'est une opportunité de croissance. Avec du soutien, il peut intégrer ses parts d'ombre au lieu de les projeter sur sa partenaire. Comme l'écrivait Jung, on ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Les couples qui comprennent cela ne paniquent pas lorsqu'un conflit surgit. Ils le voient comme une invitation à se comprendre et à comprendre l'autre plus profondément. Cette attitude transforme les désaccords en laboratoire de conscience de soi et de compassion mutuelle, construisant des rituels de connexion. L'amour profond se nourrit de petits rituels, de repas partagés, de blagues privées, de promenades nocturnes et de gestes affectueux. Ces rituels sont d'une puissance trompeuse, car ils créent prévisibilité et sens. Pour un homme, s'y adonner modifie sa perception du temps. L'amour n'est plus une affaire de moments isolés, mais une continuité. Ces habitudes deviennent des bases émotionnelles qui soutiennent la relation malgré le stress ou la distance. Le partenariat est un miroir de soi. À ce stade, il commence à comprendre qu'aimer une autre personne est aussi une façon de s'aimer soi-même. La voir grandir le rend fier. Soutenir ses rêves donne une dimension à sa vie. L'acceptation de ses défauts adoucit son autocritique. En retour, son acceptation de ses imperfections renforce son empathie. Chacun apprend du monde intérieur de l'autre. Cette réflexion réciproque transforme la relation en un dialogue permanent sur le devenir. Jung a magnifiquement saisi ce paradoxe. La rencontre avec soi-même est d'abord celle avec sa propre ombre, puis celle avec son âme. En l'aimant plus profondément, il découvre davantage de lui-même, non seulement son ombre, mais aussi son âme, surmontant les premières tempêtes. Aucun lien profond n'existe sans défi. Le stress de la vie, les changements de carrière, les problèmes de santé ou les conflits familiaux peuvent mettre à l'épreuve même les partenariats les plus solides. Pourtant, ces épreuves sont aussi des occasions de faire preuve de résilience. Lorsqu'un homme reste présent face aux difficultés, non pas en héros, mais en partenaire, il découvre une couche plus profonde de sa propre force. Lorsqu'elle fait de même, la confiance se renforce. Chaque épreuve qu'ils affrontent et surmontent ensemble devient un fil conducteur dans la trame de leur histoire commune, préparant le terrain pour un amour durable. Cette quatrième étape, l'approfondissement de l'intimité et la construction d'une identité commune, ne se résume pas à une ligne d'arrivée. Il s'agit de créer des fondations suffisamment solides pour soutenir toute une vie d'évolution. À mesure que les deux partenaires grandissent, leurs besoins, leurs désirs et leurs rêves évoluent. Le lien qu'ils tissent maintenant leur permettra de s'adapter ensemble au lieu de s'éloigner. La beauté de cette étape réside dans le fait qu'elle dépasse le schéma binaire entre tomber amoureux et être amoureux. Il s'agit de grandir dans l'amour, un processus actif, dynamique et créatif. C'est là que l'amour cesse d'être une simple émotion pour devenir une pratique, une compétence et un art. Après l'attirance, la vulnérabilité, l'engagement et l'approfondissement de l'intimité vient une étape plus calme, mais tout aussi puissante, qui entretient et renouvelle l'amour sur le long terme. Nombreux sont ceux qui voient cela comme la fin d'un voyage, mais c'est en réalité le début d'une pratique de toute une vie. Apprendre à rester connecté, permettant à chacun de grandir, de changer et de s'exprimer pleinement. Carl Jung a écrit « Nous ne sommes pas ce qui nous est arrivé, nous sommes ce que nous choisissons de devenir ». Cela s'applique également aux relations. Deux personnes qui se sont choisies ne sont pas vouées à répéter les mêmes schémas. Ils peuvent consciemment créer un partenariat qui évolue avec eux, un partenariat qui honore leur individualité tout en favorisant une vie commune. L'amour, un choix permanent. Même après des années passées ensemble, l'amour ne fonctionne pas en mode pilote automatique. Un homme doit toujours choisir sa partenaire au quotidien, non pas avec l'anxiété et l'épreuve des premiers temps, mais avec une intention sereine. Cela implique de se montrer curieux, empathique et prêt à la voir sous un nouveau jour,
plutôt que de supposer qu'il la connaît déjà parfaitement. Au début, son attention était nourrie par la nouveauté. À l'âge adulte, elle est nourrie par la dévotion. Paradoxalement, cela rend la relation plus vivante, car les deux partenaires restent ouverts à la surprise. Épanouissement et redécouverte, préserver l'espace de l'individualité, un piège fréquent dans les relations à long terme, et la fusion, le lent effacement de l'individualité au nom de l'unité. Entretenir un amour exige un équilibre entre connexion et indépendance. La vision jungienne de l'individuation, le processus continu de devenir unique, offre un modèle. Chaque partenaire doit continuer à cultiver ses propres centres d'intérêt, ses amitiés et sa vie intérieure, tout en investissant dans son identité commune. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une source d'inspiration. Lorsqu'un homme entretient un monde intérieur vibrant, il insuffle une énergie nouvelle au couple. Lorsqu'elle fait de même, elle apporte une perspective nouvelle. Cette pollinisation croisée maintient la relation dynamique plutôt que statique. Le renouveau périodique, l'amour durable, bénéficie d'un renouvellement intentionnel, de rituels ou de pratiques qui ravivent dans la connexion. Cela peut être aussi simple qu'un week-end ensemble, se remémorer des souvenirs anciens, apprendre une nouvelle compétence en couple, ou même simplement poser des questions plus profondes lors d'un dîner. Le renouveau agit comme l'élagage d'un arbre. Il élimine les branches mortes et permet l'émergence de nouvelles pousses. Jung a parfaitement saisi l'esprit de ce concept lorsqu'il a dit « La création de quelque chose de nouveau ne relève pas de l'intellect, mais de l'instinct ludique agissant par nécessité intérieure. Le jeu, la nouveauté et la créativité entretiennent la relation et permettent de traverser ensemble les changements de la vie. Au fil des décennies, les partenaires seront confrontés à des changements de santé, à des dynamiques familiales, à des changements de carrière, au vieillissement et à des pertes. La capacité à traverser ces transitions avec grâce repose moins sur l'absence de conflit que sur la résilience acquise au cours des premières étapes, la confiance, la communication et le sens commun qui leur permettent de traverser ensemble les tempêtes. Lorsqu'un homme s'engage à être non seulement un amant, mais aussi un allié dans l'évolution de sa partenaire, il contribue à créer un socle de sécurité sur lequel chacun peut prendre des risques et s'épanouir. La relation devient source de courage plutôt que de contrainte. Accepter l'ombre au fil du temps, même dans un amour mature, ne la disparaît pas. De vieilles blessures peuvent ressurgir sous de nouvelles formes, mais les deux partenaires ont désormais appris à considérer ces épisodes comme des invitations à une compréhension plus profonde, plutôt que comme des menaces. Ils peuvent parler ouvertement des déclencheurs, s'excuser avec sincérité et pardonner avec grâce. La réflexion de Jung s'applique également ici. Connaître ses propres ténèbres est la meilleure méthode pour affronter celles des autres. Un homme qui a fait son propre travail intérieur peut accueillir la douleur de sa partenaire avec compassion plutôt que sur la défensive. Ensemble, ils créent un environnement sûr pour la guérison. De la passion à la camaraderie, puis à l'héritage, la signification de l'amour s'élargit au fil du temps. L'attirance physique demeure, mais la camaraderie et l'héritage prennent de l'importance. Les couples peuvent commencer à encadrer des jeunes, à contribuer à leur communauté ou à bâtir des projets qui leur survivent. Leur amour ne se résume plus à un simple bonheur personnel, mais à une contribution commune au monde. Cette expansion fait écho à la conception jungienne du soi, un sentiment d'être plus vaste et plus intégré. L'amour se réduit à la satisfaction de besoins immédiats et se concentre davantage sur la participation à quelque chose de transcendant. Le pouvoir du récit. Chaque couple construit sa propre mythologie, l'histoire de leur rencontre, de leur surmontée, de leurs valeurs. Cette histoire n'est pas anodine, c'est le ciment qui les unit. La raconter au fil du temps, en y ajoutant de nouveaux chapitres, contribue à renforcer leur identité commune. Un homme qui comprend cela peut façonner consciemment le récit. Au lieu de considérer les difficultés comme une preuve d'incompatibilité, il les présente comme faisant partie intégrante de leur parcours héroïque commun. Cet état d'esprit engendre résilience et fierté plutôt que rancœur. Respecter les cycles de distance et de proximité. Même les couples les plus épanouis connaissent des cycles naturels de proximité et de distance. Le stress au travail, les poussées de croissance personnelle ou les obligations familiales peuvent temporairement modifier l'orientation. L'essentiel est d'interpréter ces fluctuations non pas comme du rejet,
mais comme une respiration normale, les schémas d'un lien durable. Après tout, l'oxygène entre et sort, tout comme l'intimité. S'accorder de l'espace sans panique renforce la confiance. Lorsque les partenaires se retrouvent, la relation se sent revigorée. C'est une autre façon de pratiquer l'individualisation que Jung considérait comme essentielle à l'épanouissement et au vieillissement harmonieux ensemble. Avec l'âge, les corps changent et les rôles se modifient. La vitalité physique peut décliner, mais l'intimité émotionnelle peut s'approfondir au-delà de ce qui était possible dans la jeunesse. L'histoire commune de plusieurs décennies crée une richesse de compréhension et de non-dit. À ce stade, l'affection et l'appréciation deviennent encore plus vitales. Les petits gestes, une poignée de main serrée, un mot gentil, un rire partagé ont un poids immense. Jung a noté « L'après-midi de la vie est tout aussi riche de sens que le matin. Seul son sens et son but diffèrent. » L'amour durable s'épanouit lorsque les partenaires acceptent ce changement au lieu d'y résister. Un partenariat vivant et dynamique qui durera toute la vie. L'amour, c'est considérer la relation comme un organisme vivant qui a besoin d'être nourri, reposé et réinventé de temps en temps. C'est reconnaître que la croissance est inépuisable, tout comme l'opportunité de se redécouvrir. Lorsqu'un homme atteint ce stade, il est passé de la conquête à l'intendance, de la nécessité de faire ses preuves à la co-création d'une vie. Il ne cherche plus à gagner l'amour, mais à le vivre au quotidien, imparfaitement, magnifiquement.